et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Vous écoutez la deuxième partie de ma conversation sur le choix avec Florence Servan-Schreiber. Bonne écoute! Vous avez évoqué dans le choix de prendre la suite et de reprendre la direction de l'école qui avait été créée par votre cousin, qui avait eu ce débat entre la raison, on va dire, et puis l'intuition, d'aller vers quelque chose qui était juste. Quelle est la part que vous accordez à l'intuition dans vos choix ? Alors, à peu près 142%, puisque comme je vous le disais, je prends très souvent des décisions dont je gère les conséquences après. Ça se passe dans ce sens-là. Donc, ça ne peut pas être raisonné, parce que si c'était raisonné, je n'aurais pas l'élan de faire ça, parce qu'à ce moment-là, je me dirais, mais non, attention, regarde, mesure, compare, prévoit. Et en fait, c'est exactement, je l'ai encore vécu le week-end dernier, où donc nous avons, avec mes copines de scène, puisque donc j'ai créé une pièce de théâtre avec 3 autres femmes, qui s'appelle La Fabrique à Kiff, et puis vraiment dans un train, on s'est dit, oh, mais où est-ce qu'on aimerait jouer si on voulait faire un truc un peu plus grand, etc. Et puis, moi j'ai dit le Grand Rex, c'était pour moi, il y a des étoiles au plafond, et tout, enfin, c'est vraiment quelque chose de visuel, cet endroit qui me met dans un état d'excitation profond. Et puis il y en a une autre qui a dit autre chose, et puis après on s'est dit l'Olympia, je sais pas, enfin vraiment un délire comme ça dans un wagon de TGV. Et dimanche dernier, on s'est retrouvés au Grand Rex à jouer quelque chose qui s'appelle La Nuit du Kiff, donc une version sur XL de La Fabrique à Kiff. De nouveau, c'est exactement comme d'avoir repris cette entreprise. On se dit ça dans un train, c'est comme ça, parce que c'est totalement intuitif. Personne n'a vraiment réfléchi à ce que ça voulait dire. Et alors, le jour même, j'ai compris ce que ça voulait dire. Et donc, j'en suis pas dans mon 4e jour de convalescence. J'en ai perdu ma voix, mes muscles. J'ai pleuré pendant 3 jours après. Enfin, ça m'a demandé tellement de prendre sur moi, de concentration, d'apprendre à danser des trucs que je sais pas danser, à chanter des trucs que je sais pas chanter. C'était tellement difficile, mais c'était tellement formidable. Si j'avais su à quel point ça allait être difficile, jamais j'y serais allée. Donc là, ça aurait été la raison. Donc heureusement, j'écoute pas beaucoup la raison. Parce que on a vécu un truc de dingue. Et justement, depuis quelques années, la scène prend une place de plus en plus importante dans votre vie. Ça a été d'abord à travers les conférences, bien sûr, mais de plus en plus avec les spectacles, donc La Fabrique à Kiff, et puis là, la nuit du Kiff, voilà, que vous avez mise en œuvre le week-end dernier. Là, c'est quoi ? C'est le choix d'honorer un rêve ? C'est le choix d'honorer les pousses vivantes de la plante que l'on ne voit pas, mais qui sont encore vivantes. C'est-à-dire qu'en grandissant, j'adore cette image, on coupe des petits bouts, on se conforme, on fait des choix, on choisit un métier, on choisit un conjoint, on choisit une structure familiale, on choisit des lieux, enfin on fait plein de choix. Et à chaque fois qu'on fait des choix, évidemment, on coupe d'autres branches. C'est le principe même et puis une plante doit être égalisée de temps en temps pour pouvoir continuer à grandir. Mais il y a quand même là-dedans des petites branches qui restent vivantes. Et il y en avait une chez moi qui n'avait pas été exploitée encore, mais qui était encore là et qui poussait, la sève poussait. Et j'ai pas eu envie de la laisser mourir, parce que si on va pas mettre les choses à jour, elles vont finir par mourir, elles vont finir par se décourager en disant personne ne m'accorde d'importance. Et donc j'ai décidé d'écouter cette petite branche là à l'intérieur de moi qui en gros a arrêté d'être entendue à l'âge de 10 ans. J'étais dans toutes les pièces de théâtre de la classe, des Molières, des je ne sais quoi, enfin tout ça je les faisais. À l'école, au collège encore. Et puis après, c'est parti, il n'y avait plus de théâtre. Or, mon seul fantasme, quand j'étais petite, c'était pas d'être, je sais pas quoi, docteur ou je sais pas quoi, je voulais être Julie Andrews, qui est donc cette actrice formidable qui a joué non seulement Mary Poppins,
mais surtout dans La Mélodie du bonheur, qui est Tout à un de mes films préférés. Et ce personnage joyeux, dynamique, forte, intelligente, amoureuse, maternelle, enfin, elle avait absolument tout pour elle, de mon point de vue. Il y avait, ça c'était la seule idole que j'avais en fait. Et je me suis rendue à l'évidence, j'allais juste avoir 50 ans, je me suis retrouvée face à cette question, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite? Et la seule chose qui m'est venue, c'est d'être Julie Andrews. Et ensuite, l'animateur, c'est dans un programme que je suivais à Londres, l'animateur nous regarde et nous dit, bon, et donc What's next? Ouais, exactement, what's next? Et on a dit, comment ça, what's next? Il dit, je sais pas, faites quoi là, ce soir en rentrant chez vous pour que ça marche? Et donc j'étais obligée de dire un truc, j'ai dit, je vais regarder s'il y a des cours de théâtre près de chez moi. Donc en effet, je rentre chez moi enfin, j'avais réveillé la bête, quoi. J'avais réveillé ce monstre-là. Le cours de théâtre, c'était pas pour moi, parce que, de nouveau, c'est quelque chose de conforme, il y a de la technique, etc. Moi, je sais pas, je ne suis spécialiste de rien. Et donc, j'avais pas envie de me spécialiser non plus en théâtre, j'avais juste envie d'aller jouer. Ouais, en fait, envie d'avoir un costume, hein, en fait. Parce que si on regarde bien dans mes conférences, je suis sur scène et souvent, mais il n'y a pas le costume, il n'y a pas la lumière, et puis il n'y a pas les partenaires aussi, il y a pas c'est quelque chose que je fais seule. Bon, de fil en aiguille, la vision était tellement claire, en tout cas l'envie était tellement forte, que, eh bien, comme dans ces cas-là, j'ai croisé la route d'Audrey Hakoun et d'Isabelle Payot. J'ai croisé surtout la route de Béatrice de la Boulaye, qui nous a mis en scène, et donc qui a transformé notre travail en expérience de théâtre, vraiment. Et donc j'ai découvert les répétitions, les costumes, les balles aux pieds, je me souviens pas, j'arrive pas à apprendre mon texte. Ça aussi, ça a été hyper difficile, beaucoup plus difficile que tout ce que j'avais fait, mais par définition, c'est normal. C'était le rêve de ma vie. Il fallait que ce soit difficile, ça aurait été hyper décevant que ce soit accessible trop simplement. Et justement, quand vous parliez de Julie Andrews dans La Mélodie du bonheur, finalement, vous étiez déjà un petit peu la Julie Andrews de La Mélodie du bonheur, mais à travers vos livres, puisque la psychologie positive, c'est quelque part la mélodie du bonheur et la science du bonheur qu'on peut écrire et qu'on écrit pour soi-même. Comment la psychologie positive est venue jusqu'à vous? Mais vous avez totalement raison, j'y avais jamais pensé. C'est comme si la psychologie positive... Je viens quand même d'un terreau où il est sous-entendu chez moi, dans ma famille, qu'on va quand même réfléchir aux choses. Voilà. Donc, je crois qu'en effet, la psychologie positive est une réflexion sur le bonheur qui me permet donc justement d'être dans l'information plutôt que de n'être que dans le spectacle. Et je pense qu'en effet, ça réconcilie mes deux mondes, celui dont je viens et celui auquel vous aspiriez. Voilà, et celui auquel j'aspire tout à fait personnellement, qui vient qui était cette petite Florence. Et donc, c'est vrai que cette psychologie positive, eh bien, c'est la fusion des deux. C'est-à-dire qu'on parle d'un sujet totalement génial qui peut changer profondément l'expérience d'être soi. On en parle sérieusement, mais ça permet de le faire éventuellement même en jouant la comédie. Donc ouais, c'est génial. Justement, comme on parle de la science du bonheur à travers la psychologie positive, quelle place la psychologie positive accorde au choix dans le fait de s'épanouir dans sa vie et d'aller vers une vie bonne et heureuse qu'on espère tous? Alors, elle est totalement dans le choix, puisque par définition, elle part du principe que le présent, l'action que nous avons est sur le présent et sur le futur. Tout ce qui vient du passé, donc on peut partir du principe que c'est le non-choix, enfin c'est ce qui a déjà eu lieu, et là où si je me situe dans l'instant tout de suite, ou si j'imagine ce qui se passe après, je suis dans le choix, par définition, parce que ça ne s'est pas encore produit. Donc, je suis dans la part d'invention et de décision. C'est une notion fondamentale, le choix. Parce que, regardez, l'exemple que je pense souvent, parce que d'abord je le vis, c'est une relation amoureuse à long terme. Et c'est un exemple que je pense souvent. Je vis avec le même homme depuis plus de 30 ans. La seule façon de vivre avec Alex, c'est de le rechoisir
en permanence. Et quand je dis le rechoisir, c'est de le rechoisir avec ses limites, avec ses défauts, avec ses trucs fantastiques, avec même au sein d'une... Alors c'est vrai d'un travail dans lequel on est, c'est vrai de n'importe quelle situation dans laquelle on est, pour pousser le bouchon extrêmement loin, même une captivité peut être choisie. Vous voyez, c'est-à-dire que si on est en captivité, imaginez le désespoir total. Si on part du principe qu'on ne peut absolument plus rien choisir, donc même à l'intérieur de ça, on peut choisir quelque chose. J'avais entendu une fois Michel Vaujour. Michel Vaujour, c'est quelqu'un qui a passé 17 ans en cellule d'isolement. 17 ans tout seul. Mais tout seul. Alors on le connaît parce que sa femme est venue le chercher en hélicoptère pour s'évader. Enfin, c'est une espèce de personnage comme ça, plus grande nature. Mais ce qui est totalement incroyable quand on le rencontre, c'est de comprendre que cet homme qui a été incarcéré la plus grande partie de sa vie, en gros, et même tout seul dans une cellule, quelque chose qui émane de lui très très profondément, c'est la liberté. Et il raconte qu'à l'intérieur, en plus de ça, il était dans sa cellule, il était paralysé parce qu'il s'était pris une balle dans le bas du dos, enfin, situation vraiment extrême, condition de captivité totale. Il a commencé par bouger un doigt de pied. Et puis ensuite par bouger le deuxième, et par bouger le troisième. Et il s'est inventé une forme de yoga qu'il a pratiqué pendant ces 17 années, qui lui ont redonné cette liberté, cette capacité de décision, de sensation, etc. Aujourd'hui, c'est un homme libre qui visiblement n'a pas refait d'autres conneries, en tout cas d'autres raisons de se faire arrêter. Voilà. Et ça permet vraiment de comprendre que nous, dans nos vies qui sont... je veux dire, c'est presque une des difficultés que nous avons pour être heureux, c'est l'hyper-choix. C'est qu'il y a tellement de possibilités que c'est vertigineux. Paralysant pour certains aussi. Et paralysant pour beaucoup de gens. Et donc, je pense que le choix est une donnée extraordinaire dès lors qu'on s'oppose à un cadre. D'où l'importance de cadrer les enfants, d'où l'importance de cadrer le travail des gens, d'où l'importance de se cadrer soi-même, parce que j'ai toujours trouvé plus intéressant d'enfoncer une fenêtre que de juste pouvoir partir courir n'importe où. Je trouve ça intéressant, d'ouvrir des choses, de frayer sa route. Et ce que je trouve intéressant, ce que je partage par rapport au choix et au fait de rechoisir régulièrement, c'est quelque chose qui résonne beaucoup pour moi, parce que moi je dis toujours que je signe des CDD avec tout, parce que justement, moi c'est pareil, comme ça résonne pour moi, je vis avec celui qui est devenu mon mari depuis 20 ans maintenant, et c'est pour moi quelque chose qui est fondamental, c'est de dire que on n'est pas arrivé en fait quand on a fait un choix, mais que c'est plutôt le début de quelque chose et que régulièrement on va choisir. Est-ce que cette notion de signer des CDD avec tout résonne en vous? Non, parce que je ne signe que des CDI. D'accord. Alors là, moi, si on se rencontre, en fait, c'est pour la vie. Je ne vais jamais provoquer une interruption. C'est drôle, hein. C'est vraiment pas mon truc. Et c'est pour ça que, du coup, les fractures ou les interruptions viennent à moi et je suis bien obligée de les gérer. Mais je me suis rendu compte que j'étais meilleure à gérer des situations critiques qu'à provoquer quelque chose qui risquait d'induire le changement. Donc, c'est ma manière de fonctionner, mais la vie nous met plein d'obstacles, hein, donc il y a plein de choses qui se passent pas comme on veut, d'où ma capacité de réaction que je peux activer. Non, mais même dans la durée indéterminée, même si c'est pour toujours, ça ne veut pas dire que c'est bien. Parce que c'est pour toujours. Donc c'est comment remettre du bon ou du bien dans quelque chose qu'on n'a pas particulièrement envie d'interrompre. Donc là aussi, chacune notre façon de dire la même chose. C'est que c'est vraiment l'engagement dans ce que nous faisons, ce que nous sommes, lorsque nous y sommes, qui fait qu'on est dans une sensation de qualité ou pas. Et alors là, pour le coup, je trouve que tout est bien trop court pour ne pas se dire j'ai besoin que ce soit de qualité, j'ai besoin que ce soit bien. Enfin, j'ai envie que ce soit bien, je préfère quand c'est bien. Et puis c'est une manière de reprendre aussi sa responsabilité dans la manière dont on avance aussi dans nos vies. Oui. Et j'ai presque, vous savez, je préfère presque, c'est drôle, hein, les moments où je suis hyper heureuse, par exemple comme ce week-end avec cette nuit du kiff, etc. En fait, il y a une partie chez moi qui dit oh, mais ça peut s'arrêter, ça va s'arrêter. Lundi, c'est fini, je le sais déjà, c'est horrible. Alors que quand ça va pas du tout, c'est des moments où on a le cafard, où ça va pas, où rien va, ou même on est complètement meurtri, je me dis alors,
ce qui ne me déplaît pas dans la situation, c'est que de toute façon, ça peut aller que mieux. Et c'est ça. J'ai touché le fond, ça ne peut que s'améliorer. Et donc, vivement le jour où ça ira mieux. Et j'attends ça après, ça ait plus d'appétit que la fin d'un très grand bonheur lorsque je le vis, parce que j'ai conscience que ça ne va pas durer. Dans Power Patate, vous nous invitez à, et là je cite une phrase que vous avez écrite qui m'a beaucoup parlé, choisir d'endosser sa cape et de sauter du haut de sa falaise pour voir. Alors moi, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait écho à la phrase de Julia Cameron, que vous connaissez peut-être, qui a écrit « Libérez votre créativité », qui dit « Saute et le filet apparaîtra ». Donc ça, c'est une idée que je trouve formidable, et moi, c'est une posture que j'aime bien avoir aussi dans la vie, mais c'est une posture qui fait peur à beaucoup de monde. On parlait de peur tout à l'heure et d'oser y aller. C'est une posture qui invite à l'audace, qui invite à l'action, qui invite aussi au test grandeur nature. Donc concrètement, quels conseils vous donnez justement face à cette pour oser y aller, pour oser chausser cette cape et sauter du haut de la falaise pour voir? De nouveau, c'est une question de prudence. On n'a pas envie de sauter si on est très prudent et si on déroule déjà absolument tous les risques possibles. Et quand on déroule les risques, on oublie souvent de dérouler aussi les bénéfices. C'est-à-dire que si jamais ça marchait, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Et ça, c'est quand même beaucoup plus excitant de se dire qu'est-ce que ça peut m'apporter. Je crois qu'il n'y a pas d'autre choix que de sauter. Et de nouveau, on ne connaît pas l'avenir. On ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer dans 10 minutes. Donc on saute tout le temps. On saute tout le temps. On sort de chez soi, on saute. Tout est un saut. Mais c'est vrai que, à la limite, sauter, c'est presque plus facile que de se relever. Se relever, il faut aller contre la pesanteur. Alors que sauter, c'est juste, en général, on est aspiré par quelque chose qui sera le bas, ou on ne sait pas ce que ce sera. mais ça vaut le coup, parce que si on ne saute pas, il n'y a aucune chance qu'on vole, surtout. C'est vraiment pour moi, l'image de l'avion. C'est drôle, parce que quand j'étais vraiment dans les coulisses de la nuit du kiff dimanche, il y a eu le top, donc la musique démarre, donc c'est maintenant. J'ai eu exactement la même sensation que le jour où je suis allée sauter en parachute. Je ne l'ai fait qu'une fois parce que je me suis rétamée à l'arrivée et que j'ai mis 3 ans à m'en remettre. Mais voilà, typiquement, j'y étais quand même allée, je l'ai fait, j'ai sauté en parachute, j'ai volé. C'était génial, la descente était absolument géniale. L'atterrissage a eu son prix, certes, mais au moins je l'ai fait. Et j'ai eu exactement la même sensation là, qui était de me dire, mais rien ne m'obligeait à me mettre dans cette situation. Et pourtant, j'y vais. Et en tous les cas, j'éprouve, moi, une espèce de grande poussée de... Je ne sais pas si c'est de l'adrénaline, enfin, je ne prends pas beaucoup de risques physiques en dehors de ce jour-là où j'ai sauté de l'avion. Mais même sur une scène, ou peu importe, il y a ce truc de sauter dans le vide qui est quand même, si jamais on atterrit bien, là, on va vivre un truc qui est incomparable. Donc, c'est cette idée-là, c'est de tester quand même pour goûter à l'incomparable. Et d'oser parler à l'inconnu, finalement. Ah oui. Oh, mais de toute façon, c'est inconnu pour encore quelques secondes, parce qu'une fois qu'on y va, ça devient... Le connu vient très vite. Tout à fait. Et ce qui paraissait difficile et insurmontable devient familier et facile en quelques instants. Je lisais hier des propositions d'exercices pour les gens qui sont timides. Je trouve que l'idée est tellement drôle. C'est de se coincer du papier toilette à l'arrière du pantalon et d'aller se balader dans la rue. Parce que quand on a peur comme ça du regard des autres, de ce qu'on fait, ça fait partie des exercices qu'on fait faire aux gens. Donc vous mettez du papier toilette qui pend du pantalon et vous allez dans la rue pour voir ce qui se passe. Ou alors on prend son manteau, on le met à l'envers, donc avec les coutures à l'extérieur, on met le manteau et on sort dans la rue. Et bon ben voilà, ça c'est un exercice qui, je pense, peut nous familiariser avec et se rendre compte que même si c'est complètement farfelu, en fait il n'y a pas beaucoup de risques. On n'est pas mort. Non, parce qu'on n'est pas mort, on n'est rien du tout, enfin, il ne s'est rien passé de terrible. Tout à fait. Et justement, en quoi choisir d'honorer sa singularité? C'est une bonne idée dans notre quête d'épanouissement. Alors, notre singularité, c'est une obligation pour s'épanouir, parce que si tout ce qu'on essaie de faire, c'est de se conformer, de ressembler au gars d'à côté, et donc de ne pas être et de ne pas savoir ce que l'on a envie de ressentir, c'est impossible.
d'être soi. Je crois que nous sommes tous singuliers par défaut. C'est même pas un mode on ou off. C'est juste de reconnaître que le mode on, le mode vivant, allumé, la lumière allumée, c'est nous tels que nous sommes. Ça demande tellement d'efforts d'être quelqu'un d'autre, de toutes les façons, que je crois qu'on ne le tient pas. Donc là, rassurons-nous, on est déjà chacun singulier comme on est, etc. Mais s'il y a des choses que l'on repère comme étant différentes et on se dit « Ah ben non, alors là, du coup, peut-être je fais un peu gaffe et je fais pas ça. » En général, c'est une bonne raison, à moins que ce soit dangereux pour les autres, illégal ou je ne sais quoi, c'est une bonne raison de le laisser transpirer, transparaître et s'exprimer. Je crois que l'âge, de ce point de vue-là, est un allié formidable. Et que plus on avance, moi je n'ai aucune envie je n'aurais aucune envie aujourd'hui d'avoir 20 ans, de nouveau, même 30. Oh, 30, c'est horrible. On est toute jeune maman, on ne sait pas comment s'y prendre et tout ça, c'est horrible. Alors que finalement, on va là aussi trouver son style, trouver son... laisser faire son style. C'est pour ça que les personnes âgées sont plus heureuses, plus sereines, plus exprimées. Et donner à lire sa propre signature, en fait. Quelque part, de la donner à lire et à la montrer. Oui, alors ça aussi, mon observation, c'est que plus les gens sont comme ils sont, mieux on comprend ce qu'ils disent. Parce que c'est clair, quand ils s'expriment clairement, quand ça vient vraiment de l'intérieur, on comprend ce que les gens disent, ou ce qu'ils sont, ou ce qu'ils font, ou quand on essaie de nous expliquer des trucs avec des explications, c'est que ça n'est pas comme c'est véritablement. Donc là, c'est une indication, parce que même on ne comprend pas toujours ce qu'on dit. Ça peut être un signe qu'il faut aller se reposer. Exactement. Non, ou qu'il faut être plus juste dans ce qu'on raconte. Et être en capacité aussi de lever la brume et de trouver le chemin pour permettre de lever la brume qui peut nous envahir parfois, et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir, par quels moyens on va pouvoir faire entrer la lumière, y compris à travers ce qu'on peut imaginer comme des imperfections ou des... Alors que, comme vous le disiez, c'est notre singularité, c'est ce qui fait notre particularité. Et de manière bien plus concrète, la seule chose qui a prise sur les émotions, ce sont les actions. Donc, quand la brume, justement, s'installe, on peut rester dans la brume, et dans ce cas-là, on reste avec ses émotions, et c'est important de le faire, il faut les ressentir, il faut les connaître, il faut qu'elles touchent justement un point suffisamment sensible pour... se dire non, bon, ça suffit, j'en ai assez en fait, j'ai pas envie de me sentir comme ça, je n'aime pas me sentir comme ça. Et à ce moment-là, se mettre à l'action, bouger, faire quelque chose. Et lorsque nous sommes en mouvement, les émotions sont obligées de se ranger, et donc ça nous permet de les avoir dépassées, d'avoir changé ce que l'on ressent, et donc de se sentir plus puissant. Donc ça aussi, c'est une façon d'exprimer quelque chose de nous qui va nous aider à sortir du funk, quoi. Quand on est dans le fond, ça va nous permettre de nous redresser. Et la posture va amener aussi elle-même le mouvement, et donc le changement et le regard nouveau qu'on peut porter sur une situation. La posture physique, oui, en fait partie, tout à fait. La posture physique, la manière dont on va, j'en sais rien, se maquiller, s'habiller, se tenir aussi, peut aider les jours où le brouillard est absolument total. Ce qui peut arriver. Ah mais ce qui arrive, heureusement. Bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite de cette conversation qui donne la power patate, c'est vendredi prochain. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ? Pour écouter ou réécouter les précédents épisodes d'Avez-vous choisi ? Rendez-vous sur le site oriansavoureluca.com. À bientôt!